Bonjour à tous, vous êtes sur CGTN Français et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au sommet 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine à Beijing. Le sommet s'ouvre cet après-midi dans moins d'une heure et nous allons assister à la cérémonie d'ouverture lors de laquelle le président chinois Xi Jinping prononcera un discours. Sur le plateau pour nous parler de l'événement et des sujets concernés, M. Wu Zetian, ancien diplomate chinois. Bonjour M. Wu. Bonjour. Et ma collègue Clémence Azuelos depuis le centre des médias du sommet du Forum. Bonjour Clémence, vous vous trouvez actuellement au centre des médias du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine avec des journalistes venus du monde entier. Racontez-nous ce que vous observez maintenant autour de vous, s'il vous plaît. Bonjour Jadine, je me trouve effectivement au centre des médias de ce sommet 2018 du Forum pour la coopération sino-africaine. C'est la deuxième fois que Beijing accueille l'événement et le dispositif mis en place est tout simplement immense. On parle de plus de 8000 mètres carrés répartis sur 3 étages et qui est prévu pour accueillir les 2600 professionnels des médias qui se sont inscrits pour participer à cet événement. Alors je me trouve actuellement au 3e étage de cette structure gigantesque et comme vous pouvez le voir derrière moi, un écran géant affiche en 3 langues les dernières nouvelles relatives au sommet. C'est sur ce même écran géant que nous assisterons ce soir à la cérémonie d'ouverture qui est l'événement le plus attendu de la journée et durant laquelle le président chinois Xi Jinping prononcera un discours sur le thème vers une communauté de destin renforcée via une coopération gagnant. Alors l'idée est de parvenir à l'issue de ces 2 jours de discussion et notamment de la table ronde qui sera coprésidée demain par Cyril Ramaphosa et Xi Jinping à une feuille de route plus élaborée que les 10 objectifs de coopération qui ont été définis à l'issue du sommet de Johannesburg et les grands thèmes qui seront au cœur des discussions ce seront la lutte contre la pauvreté, la solidarité contre le réchauffement climatique et les échanges de peuple à peuple. La plupart des chefs de gouvernement africains ont fait le déplacement, de même que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Donc ce sommet est déjà en soi une réussite en termes de multilatéralisme et on attend beaucoup des discussions à venir et on peut imaginer déjà leur impact à l'international. À vous, Jodine. Merci beaucoup Clémence pour toutes ces informations. Les leaders africains se rassemblent à Beijing et le président chinois Xi Jinping est là pour les accueillir. Le Sénégal est l'un des pays africains visités en juillet dernier par le président chinois. Lors de sa rencontre avec le président sénégalais Macky Sall, Xi Jinping a déclaré que le Sénégal était le premier pays d'Afrique de l'Ouest à participer à l'initiative Ceinture et Route. Il espère que les 2 parties vont approfondir la coopération dans les infrastructures et la construction de parcs industriels. M. Sall a indiqué qu'il espère que la Chine et le Sénégal se soutiendront toujours et que son pays appliquera avec fermeté l'initiative Ceinture et Route. Lors de son entretien avec le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, Xi Jinping a indiqué que la Chine prévoit de renforcer la coopération avec la Mauritanie en faveur du maintien de la paix et de la sécurité, ainsi que d'inviter les 2 nations à développer des nouveaux modèles de coopération. M. Aziz a salué la volonté de la Chine d'encourager le multilatéralisme. Il a ajouté que la Chine a fait d'importantes contributions à la paix et la sécurité mondiale. Le président Xi a également reçu ce dimanche le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. M. Guterres est en Chine en tant qu'invité spécial pour assister au forum sur la coopération Chine-Afrique. Le président Xi a déclaré que les Nations Unies sont un symbole de multilatéralisme. Il a ajouté qu'avec la croissance de l'unilatéralisme et du protectionnisme, le monde a besoin d'une organisation plus puissante. M. Xi a souligné que la Chine coopère avec l'Afrique sans conditions politiques attachées à la dite coopération. Pour sa part, M. Guterres a déclaré que le forum était devenu un bon modèle de coopération sud-sud. Il a indiqué que l'ONU travaillera avec la Chine pour promouvoir le multilatéralisme tout en encourageant les autres pays à participer à l'initiative Ceinture et Route. Le président Xi Jinping a aussi rencontré le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. M. Xi a salué la participation de l'Éthiopie à l'initiative Ceinture et Route, disant que la Chine voulait renforcer la coopération avec l'Éthiopie dans tous les domaines. Le Premier ministre éthiopien dit que son pays veut renforcer les relations bilatérales avec la Chine et apprendre de l'expérience chinoise.
Lors d'une rencontre avec le président angolais, João Lourenço, Xi Jinping a évoqué le développement des relations bilatérales depuis 2010 avec le début du partenariat stratégique. Il a appelé les deux parties à relever leurs relations à un nouveau niveau. M. Lourenço a remercié la Chine pour son soutien au développement économique et social de l'Angola et exprimé sa volonté de renforcer la confiance mutuelle et la coopération bilatérale. Le président Xi a aussi accueilli son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. M. Xi Jinping a déclaré que la Chine et l'Afrique du Sud avaient développé de la confiance et des bénéfices mutuels depuis l'établissement des relations bilatérales il y a 20 ans. M. Xi a déclaré que les deux parties allaient compléter une stratégie de coopération sur 10 ans. M. Ramaphosa a ajouté qu'il était heureux de lancer sa première visite en Chine en tant que président. Il a aussi déclaré que l'Afrique du Sud avait joué un rôle dirigeant parmi les pays africains dans le forum Chine-Afrique durant ces 6 dernières années et qu'elle continuerait à le faire dans l'avenir. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et ses homologues de 53 pays africains se sont rencontrés dimanche à Beijing à l'occasion de la 7e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux nous confier leurs attentes pour le sommet. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi co-présidait la rencontre avec son homologue d'Afrique du Sud. Il a déclaré que depuis le sommet de Johannesburg de 2015, des réalisations substantielles avaient été achevées dans le commerce et la finance, le développement vert et les échanges entre les peuples. La Chine applique la politique de l'amitié mutuelle entre la Chine et les pays africains. Cette amitié est basée sur notre relation gagnant-gagnant. C'est pourquoi vous constatez que tous les pays d'Afrique sont venus, parce que nous avons ce respect mutuel entre la Chine et les pays africains. Nibigira a souligné que la réunion ministérielle ouvrirait la voie au sommet des dirigeants. Les ministres des pays africains déclarent qu'ils nourrissent de grandes attentes à l'égard de ce sommet. Very high expectations, because this is a new platform. De grandes attentes, car c'est une nouvelle plateforme. La relation entre la Chine et l'Afrique est vraiment unique. Je pense que nous repartirons avec non seulement des projets, mais aussi de nouvelles idées. Wang Yi a déclaré que la Chine et les pays africains étaient engagés à travailler ensemble dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route proposée par la Chine. L'initiative peut aider l'Afrique à atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et ceux de l'agenda 2030 des Nations Unies pour un développement durable. Il y a 19 pays en Afrique où l'on trouve du bambou naturel. Pour nous, cette discussion entre la Chine et l'Afrique est extrêmement importante. Cela représente de grandes opportunités de travailler en Afrique avec les technologies et le savoir de la Chine pour développer ces fantastiques ressources naturelles. La déclaration de Beijing et le plan d'action de Beijing 2019-2021 ont tous deux été approuvés lors de la réunion. Les deux documents seront soumis au vote lors du sommet des dirigeants. Quelques jours avant la tenue du sommet de Beijing, des analystes politiques et économiques éthiopiens ont été approchés par CGTN afin de donner leur point de vue sur les décisions et les engagements qui permettront de renforcer davantage la coopération sino-africaine et la relation gagnant-gagnant. Le Forum sur la coopération sino-africaine est une plateforme établie en vue de mener des discussions et des dialogues collectifs et pour encourager la coopération entre la Chine et les pays africains. Des experts économiques et des analystes politiques affirment que le Forum sur la coopération sino-africaine s'est montré essentiel dans le renforcement de la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et l'Afrique. Depuis le lancement du Forum sur la coopération sino-africaine en l'an 2000, nous avons observé un partenariat croissant entre la Chine et l'Afrique. Cela s'est reflété par des engagements solides provenant de la Chine, notamment en termes de prêts concessionnaires et de donations. Non seulement les engagements de la Chine se sont accrus de manière significative, mais nous avons constaté des réponses positives de la part des pays africains qui se sont manifestées par des échanges commerciaux, le développement d'infrastructures et en termes d'investissements directs étrangers. Je pense que cela a été un outil important dans le développement du partenariat commercial et des coopérations d'investissement entre la Chine et les pays africains.
La Chine, en tant que plus grand investisseur au niveau mondial et avec son initiative Ceinture et Route, essaie principalement de connecter la partie est du monde. Par exemple, quand on voit l'initiative Ceinture et Route qui s'étend de la Chine à l'Europe et la route maritime qui relie la partie est et la partie ouest de l'Afrique, c'est une initiative importante en termes d'harmonisation du commerce mondial, d'ouverture et qui permet aux affaires des pays africains d'être reliées au commerce global. Les experts éthiopiens tiennent en haute estime le sommet de Beijing et pensent que ce forum va aboutir à des décisions et des engagements qui permettront une coopération plus forte entre la Chine et l'Afrique. Encore plus d'engagements sont également attendus dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, dans le sud et l'ouest du continent africain. Cela va aider les pays africains à promouvoir leurs agendas de développement économique. Je m'attends également à des engagements qui viendront soutenir les objectifs de développement durable des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les experts estiment également que les dirigeants africains ont la nécessité de profiter de cette occasion pour prendre des leçons de la Chine, notamment dans la réduction de la pauvreté et l'industrialisation, et sur la manière dont la Chine a pu harmoniser son développement économique et sa stabilité politique. Zinab Halafom, CGTN français, Addis Abeba, Éthiopie. Les experts en matière économique pensent que si la Chine et l'Afrique ont construit une forte coopération commerciale, c'est en grande partie parce que la Chine a su prendre en compte les besoins du continent africain. À ce titre, l'ancien gouverneur de la Banque nationale du Rwanda s'est confié à Étienne Katanazi, notre correspondant au Rwanda. De nombreux experts économiques partagent l'idée selon laquelle si la Chine ne s'est pas classée au rang des pays les plus riches du monde ces 30 dernières années, cela a contribué à ce qu'elle concentre ses efforts à tisser des relations avec divers pays et surtout ceux en voie de développement. Dans les années 90, l'économie de la Chine s'était déjà hissée au même rang que celle des pays occidentaux, surtout en ce qui concerne la technologie et la qualité des produits manufacturiers. Mais il faut souligner que les produits chinois étaient moins chers sur le marché des pays en voie de développement, et ceci a beaucoup révolutionné son économie. François Kanimba affirme que cette importance accordée par la Chine à ses partenaires commerciaux fait qu'ils peuvent facilement changer d'orientation dans les échanges entre les blocs économiques du monde, en grande partie grâce aux avantages qu'ils tirent de la Chine. Depuis 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Le volume des échanges commerciaux sino-africains a atteint en 2017 170 milliards de dollars américains. Selon l'ancien numéro 1 de la Banque nationale du Rwanda, la Chine ferait beaucoup mieux si sa monnaie, le yuan, se hissait au même rang que celle de l'Occident. La Chine aujourd'hui lutte pour que le yuan devienne une monnaie de réserve. Et je crois qu'elle réussira un jour car son économie est stable et crédible dans le monde. Une économie qui ne montre aucun signe de faiblesse. Tous les 3 ans depuis 2000 se tient le forum sur la coopération sino-africaine, ce qui aux yeux de certains analystes représente un grand rassemblement, indiquant au reste du monde le réveil d'une grande révolution économique entre deux mondes qui se partagent une histoire de lutte contre la pauvreté. Étienne Gatanazi, CGTN français, Kigali, Rwanda. Le sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine commence aujourd'hui. Ce sommet est organisé conformément aux souhaits de coopérer de la partie africaine du FCSA et aux besoins réels du développement des relations entre la Chine et l'Afrique. Les hommes politiques de divers pays nous font part de leurs grandes attentes concernant l'ouverture du sommet. Le thème du sommet de cette année est la coopération gagnant-gagnant, travailler ensemble pour construire une communauté de destin partagé plus étroite. Le vieil ami de la Chine, l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, est attentif depuis longtemps au développement des relations sino-africaines. Il espère que l'initiative Ceinture et Route permettra de dynamiser davantage les relations entre la Chine et l'Afrique. Ce forum est très important parce que je pense que la Chine a besoin de l'Afrique, mais l'Afrique a besoin de la Chine. Et aujourd'hui, le développement en Afrique doit être une priorité mondiale. Nous voyons des problèmes de migration qui se posent partout dans le monde. Et la seule réponse aux problèmes de migration, c'est le développement. Et le développement de la Chine, c'est une priorité. Et que la Chine participe avec ses moyens au développement de l'Afrique, c'est très important. Ce que je souhaite, c'est qu'on intègre ce développement de l'Afrique aussi à la relation entre la Chine et l'Europe.
Parce qu'au fond, c'est un partenariat triangulaire, Chine, Europe, Afrique, qu'il faut essayer de renforcer. Mais quand on regarde bien les choses, et notamment quand on voit le rôle que joue Belt and Road Initiative pour la constitution d'un grand continent eurasiatique, moi je crois que c'est tout l'intérêt de l'Europe, car la Chine, avec ses projets, replace l'Europe au centre. L'Europe, c'est une sorte de bel oiseau aujourd'hui, comme les oiseaux que l'on voit au Palais du Peuple, à Pékin. D'un côté, il y a l'aile eurasiatique, et de l'autre côté, il y a l'aile eurafricaine. Et l'Europe est au cœur de ces deux grands mouvements, l'Eurafrique et l'Eurasie. Et c'est de ce point de vue-là une bonne opportunité également pour l'Europe, tout comme pour l'Afrique. En Occident, on considère que la politique de la Chine envers l'Afrique est ce qu'on appelle du néocolonialisme. Pour Jean-Pierre Raffarin, cet argument est absurde et ne tient pas debout. Je pense que l'approche qu'a la Chine de l'Afrique est une approche de développement. Ce n'est pas une approche politique. La Chine n'a pas d'ambition d'exporter son modèle politique en Afrique. Donc ce qui est aujourd'hui en jeu, c'est le développement de l'Afrique. Donc tous ceux qui veulent mettre de la politique excessivement dans le sujet, en fait, cherchent à retarder le processus de développement de l'Afrique. Pour Sylvie Berman, ambassadrice de la France en Russie et ancienne ambassadrice de la France en Chine, le développement de l'Afrique est indissociable des efforts inlassables de la Chine. Il est de plus en plus important chaque année et c'est vrai que les infrastructures construites en Afrique ou l'aide qui a été apportée à l'Afrique permet aussi le développement et le désenclavement de ce continent. Le meilleur témoignage, c'est la présence des chefs d'État africains au FOCAC. Le sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine de cette année est une nouvelle réunion de la famille amicale sino-africaine après le sommet de Beijing en 2006 et le sommet de Johannesburg en 2015. Lors de la tenue du sommet de Beijing en 2006, l'ambassadeur Basli était l'ambassadeur de la Tunisie en Chine. Au cours de ses 6 années de travail en Chine, il a été le témoin de la coopération et de l'amitié sino-africaine. 12 ans plus tard, il participera au sommet de Beijing de cette année. Il y avait 34 chefs d'État et de gouvernement africains. Il m'a semblé, je n'ai pas le chiffre exact, vous pouvez me le rectifier, mais il y a plus de 45 chefs d'État et de gouvernement africains cette fois-ci pour le sommet. Ça veut dire que les relations de la Chine avec l'Afrique sont en train de s'améliorer. Malgré les difficultés, malgré les couacs qui ont eu lieu, malgré les échecs qui ont parfois sillonné cette coopération sino-africaine, eh bien, l'Afrique, tout le continent africain a répondu présent à ce sommet et je pense que le sommet qui va avoir lieu dans 2 jours sera une grande réussite pour la Chine et pour le monde et une preuve de solidarité entre pays de la 3e voie, ces pays sud-sud, cette coopération sud-sud à qui nous voulons donner un contenu. Nous sommes fiers d'avoir un pays du Sud qui est devenu émergent, qui est devenu un compétiteur avec le monde moderne occidental, l'Amérique en tête, eh bien nous ne pouvons qu'être solidaires de ce pays-là. Dans certaines zones rurales sénégalaises, la corvée d'eau est une tâche sans fin, surtout pour les femmes. Pour quelques litres d'eau, ces dernières parcourent chaque jour plusieurs kilomètres à pied. Mais aujourd'hui, avec le projet d'eau en milieu rural, cette difficulté ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Les habitants du village Naïdé attendent ce jour depuis longtemps. Un forage a été effectué et l'eau coule désormais dans ce village enclavé, situé au nord du Sénégal et qui a longtemps souffert d'un manque d'eau. Avec leur réservoir posé sur des charrettes tirées par des ânes, 12 femmes, enfants et personnes âgées vont chercher de l'eau. Je voulais prendre l'eau parce qu'ici là, il y a beaucoup de difficiles d'eau. Maintenant, on a attendu l'eau, il va sortir. Nous, tout le monde il est venu pour prendre l'eau. On n'avait pas de l'eau, c'est très loin, d'ici de 10 km. Aujourd'hui, on est proche de l'eau.
on ne doit pas être fatigué. On est content. Cette bonne nouvelle mérite d'être célébrée. Plein de joie, les habitants commencent à danser. Ce forage de Naïté fait partie d'un projet d'alimentation en eau potable et de construction d'infrastructures en milieu rural qui vise à réaliser 251 forages en 18 mois sur toute l'étendue du territoire sénégalais. De même, le projet permettra de construire 181 châteaux d'eau et d'installer 1800 km de canalisation pour répondre aux besoins de plus d'1 million de personnes. Ce programme est financé à hauteur de 60 milliards de francs CFA par la Chine via Exim Bank. L'entreprise chinoise CGCOC est chargée de l'exécution des travaux. Sui-Ming a travaillé dans le désert pendant 1 an. Il habite dans une école abandonnée, transformée en dortoir avec d'autres travailleurs chinois. Les conditions de travail ici sont très dures. Nous avons seulement une Jeep pour sortir du désert et faire les courses. La température peut atteindre 47 degrés et même le vent ici est chaud. Malgré les conditions difficiles dans le désert, les travailleurs chinois et locaux travaillent ensemble avec acharnement pour le bien du peuple sénégalais. Ce sont des étrangers qui sont ici avec nous, mais qui s'entendent très bien comme des Sénégalais avec nous. Ils essayent de connaître notre langue et ils essayent toujours de jouer avec nous, de faire des comédies avec nous, rien que pour qu'on s'entende et être ensemble avec tout pour être des bons amis. D'après ces travailleurs, la prochaine étape est de ramener l'eau jusque dans les maisons. Le but est clair, une famille en boisson potable, pour que le monde rural profite du même niveau de confort que les centres urbains. Il faut admettre qu'en Afrique de l'Ouest, l'accès de la population à l'eau potable reste un défi considérable, surtout dans les zones rurales. Au Sénégal, ce projet d'eau financé par la Chine permettra une réduction de certaines disparités régionales. Il permettra aussi de poser les fondements de relance de l'agriculture et de l'élevage. Avec la réalisation des forages et des châteaux d'eau, d'ici fin 2018, les populations en milieu rural auront un accès plus amélioré à l'eau potable. Hainia, CGTN français, Dakar. Située en aval du fleuve Congo, la République du Congo n'a pas toujours profité des richesses que recèle ce cours d'eau. En effet, l'aval du bassin du Congo n'est pas navigable et les marchandises ne peuvent être transportées que par voie terrestre. Pendant longtemps, les Congolais ont attendu la construction d'une route qui relierait la capitale Brazzaville à Pointe-Noire, la deuxième ville de la République du Congo, au bord de l'océan Atlantique. Des conditions géologiques très compliquées ont rendu la réalisation de cette route impossible pendant un siècle. Et aujourd'hui construite, la route nationale numéro 1 a totalement changé la vie des Congolais, qui la surnomment la route rêvée. Dans l'école Boulankyo, une école primaire située le long de la route nationale numéro 1, les élèves sont en classe. Avant la construction de la route, cette vieille école créée en 1948 était presque abandonnée. Chaque jour, les élèves devaient marcher longtemps pour rejoindre l'école. Pendant la saison des pluies, le taux de fréquentation de l'école était très faible. La directrice de l'école Boulankyo, Purusami Gisèle Fares, nous raconte comment les choses ont changé après la construction de la route. Voyez-vous, il y a des enfants qui viennent de 7 km. Vous venez le matin, vous repartez. Donc vous faites des kilomètres. Comme il y a maintenant la route, les parents n'acceptent plus que les enfants partent à pied. Les enfants ne rentrent plus dans l'herbe. Donc il y a vraiment une possibilité. Les enfants viennent à l'école à moto. Avec la construction de la route nationale numéro 1, les bâtiments de l'école Boulankyo ont été complètement rénovés. À la demande du gouvernement congolais, la société en charge de la construction de la route a également construit une école et une clinique dans chaque région que la route traverse pour la commodité des habitants. Ganzian Oko Olka Perdi est une paysanne du village de Boulankyo.
Aujourd'hui, elle va au marché pour faire les courses avec sa fille Aïcha. Perky se réjouit de l'existence de la route nationale numéro 1 car désormais elle peut se déplacer plus facilement. Elle peut aller au marché en bus et réduire ainsi significativement ses dépenses de transport. Avant de quitter là où je suis, venir ici à 45, c'était difficile. Il faut emprunter les motos. Le déplacement coûtait cher, 5 000 francs par moto. Maintenant là, avec 1 000 francs, je peux quitter Boulanquio jusqu'à Brazzaville. Longue de 536 km, la route nationale numéro 1 permet de relier la capitale politique Brazzaville à Pointe-Noire, la capitale économique. Le nombre de véhicules desservant quotidiennement ces deux villes a connu une augmentation importante, passant de 100 à 4000 véhicules par jour. Chigaya Romain est chauffeur et conduit sur cette route depuis 10 ans. D'après lui, la route était impraticable dans le passé et la plupart des habitants étaient obligés de voyager par avion, ce qui coûtait bien plus cher. Au début, c'était vraiment difficile. Quitter Pointe-Noire pour arriver à Brazzaville, surtout en saison de pluie, on pouvait faire une semaine. Et maintenant, avec la construction de la route, c'est en une journée, au moins de 8 heures, vous arrivez à destination. Construit en 8 ans, cet ouvrage, fruit du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, a été réalisé par la société chinoise China State Construction Engineering Corporation pour un coût de plus de 2,82 milliards de dollars américains. En mars 2010, la route nationale numéro 1 est entrée en service et est devenue le plus grand projet de coopération entre la Chine et le Congo. Le président de la République du Congo nous appelle le peuple qui déplace les montagnes. Le gouvernement congolais préfère confier les grands projets d'infrastructure aux sociétés chinoises. Des sociétés d'autres pays ont essayé pendant des décennies d'exploiter le massif de Mayombe sans succès. L'entreprise chinoise a réussi cela en seulement 4 ans. Pour le gouvernement congolais, c'est une grande satisfaction. Et en même temps, pour nous, c'est une occasion de faire connaître notre marque. En faisant d'une barrière naturelle un passage, la construction de la route nationale numéro 1 a réalisé le rêve de plusieurs générations de Congolais. Aujourd'hui, les villes et les villages le long de la route évoluent constamment. Ils forment ensemble un des plus beaux paysages du continent africain. La route nationale numéro 1 est un fruit de la coopération sino-congolaise. Pour la construire, les travailleurs chinois et congolais ont surmonté de nombreuses difficultés. Cette route a sorti des centaines de milliers de personnes de l'enclavement et elle est devenue aujourd'hui un couloir vital dans la stratégie du développement économique du Congo. Hayinya, CGTN français, Brazzaville. La République de Guinée souffre d'une grave pénurie de personnel médical puisqu'elle ne dispose que d'un médecin pour 10 000 habitants. Dans un esprit de solidarité, la Chine envoie tous les 2 ans des émissions médicales en Guinée, une tradition déjà vieille de 50 ans. Depuis 1968, 26 équipes médicales chinoises et plus de 700 professionnels de santé chinois sont venus successivement en Guinée pour venir en aide à la population guinéenne. Durant l'épidémie d'Ebola qui a secoué la Guinée de 2014 à 2015, 5 missions d'experts médicaux chinois ont été réalisées en Guinée pour assister le peuple guinéen. Une action de solidarité qui a été hautement appréciée par la Guinée et la communauté internationale. Sohiba Nabi Kamara est chirurgien à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. De 2009 à 2016, il a appris la médecine en Chine et a obtenu son doctorat à l'université Huazhong des sciences et de la technologie. Mais vous n'êtes pas connu hypertendu. Après ses études en Chine, il est rentré à Conakry et travaille désormais dans cet hôpital sino-guinéen qui a vu le jour grâce à un projet d'aide accordé par la Chine. Puisque Sohiba parle couramment le chinois, il sert souvent d'interprète pour ses collègues chinois et guinéens. Les médecins chinois, ils sont très bien avec nous. Chaque fois qu'on a besoin d'un médecin, qu'on a besoin d'un échographiste, on a besoin d'un cardiologue, on a besoin d'un réanimateur, même si c'est la nuit, ils viennent toujours pour nous aider. Donc ici, l'ambiance est très détendue. C'est des médecins qui sont très ouverts, ils ont un background. Ils sont venus pour nous aider
et ils se mettent à notre service pour nous aider à tout moment, matin comme nuit. Ce malade, il est venu suite à un accident de moto, il a été hospitalisé ici. Yang Tiejun est médecin. Il vient de l'hôpital Chaoyang de Beijing. 16 ans se sont découlés depuis sa première expérience en Guinée en tant que membre de la 18e mission médicale chinoise. Il est le seul à être venu 2 fois en Guinée parmi les 19 médecins de la 26e mission. Selon lui, si l'on veut vraiment augmenter le niveau de l'hôpital, il faut former des médecins locaux professionnels et compétents. Cette fois, notre équipe a décidé de mettre en place une stratégie dénommée un par un, c'est-à-dire à côté de chaque médecin spécialiste chinois, on choisit un médecin guinéen qui sera son élève pour que le médecin chinois puisse lui transférer ses compétences petit à petit. De cette manière, nous espérons que les médecins guinéens pourront atteindre le niveau des médecins qui sont dans les meilleurs hôpitaux de Beijing et qu'ils progressent graduellement. Pour supprimer la barrière linguistique entre les médecins chinois et guinéens, l'équipe médicale chinoise offre des cours de chinois au sein de l'hôpital. En contrepartie, les médecins chinois peuvent aussi apprendre le français grâce au soutien des médecins guinéens. Fote Ibrahima Kamara est directeur de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne depuis sa création en 2012. D'après lui, cet hôpital est un modèle de coopération sino-guinéenne et c'est grâce à la présence de la mission médicale chinoise que l'hôpital est hissé au premier rang des hôpitaux nationaux en Guinée. Je souhaite que la mission médicale continue, c'est vrai, c'est une nécessité. Pour notre hôpital, mais pour toute la Guinée. C'est une nécessité. Ça fait déjà plus de 50 ans que les missions médicales sont en Guinée, qu'elles travaillent ici, et vraiment à la satisfaction de la population. D'ici la fin de l'année, le projet d'extension de l'hôpital sino-guinéen commencera. 2 bâtiments seront construits, ce qui va augmenter la capacité d'hospitalisation. 3 nouveaux services seront également ajoutés et cela évitera aux Guinéens d'être évacués vers d'autres pays. Actuellement, les médecins de la 26e mission médicale chinoise aident à réaliser ce projet d'extension. Dans moins d'1 an, ils vont quitter la Guinée. Mais la prochaine équipe va prendre le relais et elle continuera à offrir des soins de santé de qualité à la population guinéenne. Le directeur de l'hôpital sino-guinéen nous a affirmé que 2 poules d'excellence seront installées après le projet d'extension de l'hôpital. Le premier concerne le domaine de la traumatologie et le second concerne l'apprentissage de la langue chinoise par les médecins guinéens. 2 bonnes initiatives qui aident à renforcer la coopération médicale et sanitaire entre la Chine et la Guinée. Hanya, CGTN français, Conakry. Et par la suite, nous enchaînons avec l'interview sur notre plateau. Monsieur Wu, il s'agit du 3e sommet dans l'histoire du Forum sur la coopération sino-africaine. Alors, nous nous souvenons que le premier s'était également déroulé ici à Beijing en 2006 et le deuxième à Johannesburg en 2015. Quelles sont les particularités des sommets par rapport aux autres formes de conférences? Bon, en effet, il y a une différence entre une conférence ministérielle initialement prévue dès le début de la création de ce forum. Donc normalement, d'après ce qu'on a prévu, tous les 3 ans, on tient une conférence ministérielle au niveau des ministres des Affaires étrangères et des ministres du Commerce ou de l'économie. Bon. Mais à un moment donné, on s'est aperçu que ce serait plus important, si nécessaire, de réunir les dirigeants, c'est-à-dire les chefs d'État ou les chefs du gouvernement, pour pouvoir prendre les grandes décisions tout de suite. Donc c'était en 2006 le premier sommet qui a eu lieu à l'occasion justement de la 3e conférence ministérielle. Donc il y a eu donc un premier sommet à Pékin. On s'est aperçu que c'est très efficace. Quand il y a la nécessité, il vaut mieux réunir tous les chefs d'État ou chefs des gouvernements pour pouvoir prendre la décision tout de suite. C'était aussi le cas, donc, comme vous venez de mentionner, en 2015 à Johannesburg. Et cette fois-ci, 3 ans après, on s'est dit,
même si on a fait le sommet il y a 3 ans seulement, mais cette fois-ci, vu la circonstance, vu la nécessité de coopération, il est nécessaire de tenir un 3e sommet. Du coup, on a organisé ce 3e sommet, et hier, c'était la 7e conférence initialement prévue ministérielle, qui a préparé le sommet. Je crois que les documents qui vont être approuvés par les chefs d'État et les chefs des gouvernements ont été déjà bien préparés hier par les ministres. Bon. Du coup, vous voyez clairement que entre les ministres, bien sûr, on prépare beaucoup de choses, mais ce sont quand même les dirigeants qui prennent la décision. Donc, quand il y a la nécessité de prendre les décisions rapidement, on fait un sommet. Voilà. Tout à l'heure, vous avez évoqué la nécessité, en fait. Je pense que nous sommes d'accord parce que ce sommet se tient dans un contexte international assez compliqué avec la guerre commerciale entre les États-Unis et le reste du monde, y compris la Chine et l'Afrique, bien sûr. Alors, selon vous, les deux parties, ce qu'ils ont fait ou bien ce qu'ils vont faire pour résister ou bien pour résoudre les problèmes liés à propos de cette guerre inattendue ou bien les conséquences provoquées ou suscitées par cette guerre inattendue. Bon, alors, vous mentionnez quelque chose qui a été, quelque chose d'inquiétant, en fait. Les conflits commerciaux, la montée du protectionnisme, et tout ça, ça inquiète les gens. Mais dans cette circonstance, lorsque la Chine, le plus grand pays en voie de développement, et l'Afrique, le continent où il y a le plus grand nombre de pays en développement, continuent à manifester leur coopération, leur volonté commune de mener la coopération, continuent à discuter des grands projets de coopération, continuent à afficher leur stratégie de développement, c'est là un message clair, une réponse claire à l'inquiétude. C'est un message rassurant à mon avis. Parce qu'on voit bien que malgré l'absence des États-Unis, qui veulent se retirer du processus de mondialisation, il y a quand même beaucoup d'autres pays qui veulent bien vivre comme il faut, qui continuent à coopérer entre eux, qui vont faire ce qu'il faut, qui vont réaliser leur projet de coopération, qui vont certainement réaliser leur objectif de développement. Voilà. Donc je pense que dans ce cas, ce forum, ce sommet est très important pour donner un message clair au monde entier en disant, mais malgré la présence de certaines atmosphères un peu inquiétantes, il y a quand même des signaux très encourageants, très rassurants, quand on voit autant de chefs d'État ou de gouvernements africains qui viennent à Pékin pour discuter des projets de coopération avec la Chine, le plus grand pays en voie de développement, la deuxième économie du monde. Cela rassure. Voilà. Chaque pays, chaque continent a ses propres ambitions. Par exemple, pour l'Afrique, c'est le projet 2063 à réaliser, bien sûr. On a besoin des coopérations au lieu du protectionnisme. Alors aujourd'hui, les échanges entre la Chine et l'Afrique ne se limitent plus au niveau gouvernemental. Plusieurs individus s'y sont également engagés. Un exemple récent, l'entrepreneur chinois qui est assez connu, Jack Ma, patron d'Alibaba, a établi à Johannesburg le 8 août, c'est-à-dire il y a seulement une vingtaine de jours, un fonds visant des jeunes entrepreneurs africains de start-up pour les encourager, pour les pousser ou bien pour les encourager plutôt pour créer leur propre entreprise, leur société. Pensez-vous que ces coopérations ou bien ces projets établissent une complément et complémentaire plutôt des coopérations gouvernementales? Tout à fait, tout à fait. Ben, j'apprécie hautement l'initiative de ce fameux Jack Ma. C'est un homme d'affaires qui a bien réussi, qui est bien apprécié. Il y a beaucoup de rêves. Voilà, voilà. Et qui a des idées, Voilà. Bon, des inspirations. J'apprécie bien son initiative. Lancer un projet en direction de l'Afrique, c'est très bien. Il a une bonne vision, une bonne vision stratégique. Il a bien fait des affaires en Chine, il a bien fait des affaires dans d'autres continents, mais cette fois-ci, il vise l'Afrique. C'est une très bonne initiative, parce que l'Afrique, c'est vraiment un continent d'avenir.
d'avenir, il y a une forte potentialité. Bon. C'est vrai que la coopération entre la Chine et l'Afrique, c'est l'affaire des gouvernements, c'est l'affaire des autorités, c'est l'affaire des dirigeants, comme cette fois-ci au moment du sommet. Bon, mais c'est aussi l'affaire des entrepreneurs. Le secteur privé représente une force importante de l'économie. Si les hommes d'affaires comme Jack Ma s'intéressent à l'Afrique, c'est certainement une très bonne chose. Voilà, parce que seuls les gouvernements ne peuvent pas tout faire. Voilà. Il faut mobiliser tous les acteurs sociaux, tous les acteurs économiques, et surtout les grosses entreprises. Voilà. Les entreprises performantes, comme celle de Jack Ma, en effet, s'ils jouent un rôle de ce genre, c'est certainement appréciable. Bon, c'est certainement complémentaire, bien sûr. Bon, il faut que ce genre d'initiative se multiplie. Et depuis, Jack Ma n'est pas le seul entrepreneur chinois à s'engager dans le développement du continent africain. Quels sont les moteurs de ces hommes d'affaires chinois, surtout les patrons des sociétés privées, qui les poussent à s'y investir dans ce continent d'avenir? Je crois que je venais de dire que c'est un continent d'avenir. L'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants. Bon, quand on parle de l'aspect démographique, cela veut dire le marché. C'est vrai que pour l'instant, le pouvoir d'achat des habitants africains n'est pas très élevé. Mais l'Afrique est en train de se développer. Alors, ils vont augmenter leur capacité de production, ils vont améliorer le niveau de vie de la population, et à ce moment-là, il y aura une plus grande capacité de consommation. C'est un marché. C'est un marché. D'ailleurs, le fait de vouloir développer leur économie, c'est-à-dire améliorer l'infrastructure, industrialiser, moderniser l'agriculture, tout ça offre des opportunités pour les investisseurs du monde entier, y compris les investisseurs chinois. C'est pour ça que les entreprises chinoises sont bien motivées pour se lancer sur le marché africain. Voilà. Comme j'ai vécu en Afrique, à l'époque, il y avait déjà pas mal d'entreprises chinoises qui sont installées en Afrique. Et après, d'après ce qu'on m'a raconté, il y a beaucoup plus d'entreprises chinoises qui vont en Afrique. Au début, c'est vrai que les entreprises chinoises se concentrent sur le marché intérieur. Parce que voilà, la Chine a connu aussi des étapes de développement. Au début, bon, il n'y avait pas la possibilité d'investir ailleurs. Mais le temps évolue. Voilà, la situation change. Maintenant, les entreprises chinoises ont cette capacité d'investir dans le monde entier. Et surtout, le marché est plus ouvert aussi. Bien sûr, bien sûr. Bon, et l'Afrique a bien besoin aussi d'attirer des investissements étrangers. Et en tant que deuxième économie du monde, la Chine, aujourd'hui, a cette possibilité d'encourager les entreprises, soit publiques, soit privées, d'investir en Afrique, un continent plein d'avenir. Donc les entreprises chinoises, s'ils sont nombreuses à investir en Afrique, c'est parce que c'est un continent qui offre beaucoup d'opportunités. Je pense que Jack Ma est tout à fait d'accord avec vous sur le potentiel de ce continent lors de la cérémonie. Désolé monsieur, la cérémonie d'ouverture du sommet commence maintenant. Allons sur place. Je pense qu'on peut continuer notre discussion. Très bien. Alors, lors de la cérémonie d'établissement de ce fonds, Jack Ma a dit que, je cite, « Grâce à la mondialisation générale et la numérisation, l'Afrique pourra avoir 100 Alibaba ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ou bien il y a des difficultés quand même? Bon, avoir 100 Alibaba, c'est certainement possible. Il suffit de travailler. Et maintenant, les pays africains et la Chine sont en train de travailler activement pour moderniser aussi bien l'Afrique que les secteurs en Chine, parce que la coopération profite à tout le monde. Bon. Et pour les Africains, s'ils veulent créer 100 Alibaba, techniquement il n'y a aucun problème.
Quelles sont les conditions? Maintenant, il n'y a aucun problème. Bon, Désolé, monsieur. Allons-y sur place pour la cérémonie. 首先，让我们以热烈掌声欢迎中华人民共和国国家主席习近平先生讲话。 Excellence, Monsieur le Président, Madame Ella Cyril Ramaphosa, Excellence, Monsieur Paul Kagame, Président en exercice de l'Union africaine, Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Excellence, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA, Mesdames et Messieurs, chers amis, en ce beau mois de septembre, moment bien agréable à Beijing, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous, chers amis anciens et nouveaux, à l'occasion de ce grand événement de la grande famille Chine-Afrique, qu'est le sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine. Tout d'abord, au nom du gouvernement et du peuple chinois, et en mon nom personnel, je tiens à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue, chers collègues invités. Et à adresser à travers vous les salutations cordiales et les meilleurs vœux du peuple chinois au peuple frère d'Afrique. Je voudrais rappeler tout particulièrement que depuis le sommet de Johannesburg, 3 nouveaux membres nous ont rejoints au forum. La Gambie, Sao Tomé et Principe et le Burkina Faso. Le président Adama Barrow, le premier ministre Patrice Emery Trovoada et le président Roch-Marc Christian Kaboré, accompagnés de leur délégation, sont aujourd'hui parmi nous. Je vous invite à applaudir très fort pour leur souhaiter une chaleureuse bienvenue. Chers collègues, mesdames et messieurs, il y a plus d'un mois, j'ai effectué ma 4e visite en Afrique en tant que président de la Chine, qui était aussi mon 9e déplacement sur cette terre de générosité. Durant cette visite, j'ai pu constater une fois encore la beauté de l'Afrique, les richesses qu'elle recèle, le grand dynamisme de son développement et l'aspiration de ses peuples à un meilleur avenir. Cela m'a conforté dans ma conviction que l'Afrique a un potentiel de développement illimité et un avenir plein d'espoir, que l'amitié et la coopération Chine-Afrique ont de belles perspectives et que les deux parties pourront réaliser de grands exploits dans le développement de leur partenariat de coopération stratégique globale. Comme le disait un grand lettré chinois, seuls les arbres aux racines denses donnent des fruits abondants et seules les lampes remplies d'huile dégagent une lumière brillante. L'histoire suit ses propres lois et logiques, avec des passés similaires et des missions communes.
La Chine et l'Afrique ont fait preuve de solidarité et d'entraide au cours des années écoulées et ont tracé un chemin de coopération gagnant-gagnant aux caractéristiques spécifiques. Sur ce chemin, la Chine, toujours fidèle au principe dit de sincérité, résultat effectif, amitié et bonne foi, et à celui de chercher le bien général et les bénéfices partagés, avance main dans la main et dans un esprit d'unité et de solidarité avec les pays africains. Dans la coopération, la Chine est attachée au principe de la sincérité, de l'amitié et de l'égalité. Les plus de 1,3 milliard de Chinois se sont toujours montrés solidaires et fraternels avec les plus de 1,2 milliard d'Africains. Nous respectons l'Afrique, nous l'aimons et nous le soutenons. Nous poursuivons toujours la pratique des 5 non, à savoir ne pas s'ingérer dans la recherche par les pays africains d'une voie de développement adaptée à leurs conditions nationales, ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures africaines, ne pas imposer notre volonté à l'Afrique, ne pas assortir nos aides à l'Afrique de conditions politiques quelconques, et ne pas chercher des intérêts politiques égoïstes dans notre coopération d'investissement et de financement avec l'Afrique. Nous espérons que les autres pays pourront aussi se conformer à ce principe des 5 non dans le traitement des affaires liées à l'Afrique. La Chine sera toujours un bon ami, un bon partenaire et un bon frère de l'Afrique. Personne ne pourra saboter la grande unité des peuples chinois et africains. Dans la coopération, la Chine est attachée au principe des intérêts communs et de la primauté de l'amitié. Elle est convaincue que la coopération sino-africaine passe par la valorisation des atouts respectifs et l'association étroite du développement de la Chine à sa contribution au développement de l'Afrique pour réaliser le gagnant-gagnant et le développement partagé. La Chine préconise de donner plus, de donner d'abord et de donner sans prendre. Et elle accueille l'Afrique les bras ouverts dans le train rapide de son développement. Et personne ne pourra empêcher la marche des peuples chinois et africains vers le redressement. Dans la coopération, la Chine est attachée au principe du pragmatisme, de l'efficacité et du développement pour le peuple. Elle place au-dessus de tout les intérêts des peuples chinois et africains et veille à faire progresser et fructifier la coopération dans l'intérêt du bien-être et au bénéfice des peuples chinois et africains. Tout ce que nous avons promis à nos frères africains, nous le ferons avec toute notre énergie. Face à la nouvelle situation et aux nouveaux défis, la Chine œuvre à perfectionner sans cesse les mécanismes, à renouveler les concepts et à élargir les champs de la coopération pour en améliorer la qualité et la porter constamment à des niveaux plus élevés. Les peuples chinois et africains sont les mieux placés pour juger de la coopération sino-africaine. Personne ne pourra nier les accomplissements remarquables de cette coopération avec de pures imaginations. Dans la coopération, la Chine est attachée au principe de l'ouverture et de l'inclusivité. Elle est toujours d'avis que l'instauration d'une paix et d'une stabilité durable en Afrique et la réalisation du développement et du renouveau africain constituent une aspiration des peuples africains, mais aussi une responsabilité de la communauté internationale. La Chine est prête à travailler avec les partenaires internationaux pour soutenir la paix et le développement de l'Afrique. Toute initiative, tant qu'elle est dans l'intérêt de l'Afrique, sera bien accueillie et soutenue par la Chine et devrait bénéficier de l'engagement total et sérieux du monde entier. Personne ne pourra empêcher ni compromettre les efforts de soutien de la communauté internationale à l'Afrique. Chers collègues, mesdames et messieurs, le monde d'aujourd'hui traverse des changements majeurs jamais connus depuis un siècle.
La poursuite en profondeur de l'évolution vers un monde multipolaire de la mondialisation économique, et de l'informatisation de la société et de la diversité culturelle, la transformation accélérée du système de gouvernance mondiale et de l'ordre international, l'essor rapide des pays émergents et des pays en développement, et des rapports de force plus équilibrés sur l'échiquier international. Les destins des différents peuples du monde n'ont jamais été aussi étroitement liés. Dans le même temps, nous faisons face à des défis sans précédent. L'hégémonisme et la politique du plus fort persistent encore. Le protectionnisme et l'unilatéralisme gagnent du terrain. Les guerres et conflits, les attentats terroristes, la famine et les épidémies se succèdent. Les questions sécuritaires traditionnelles et non traditionnelles s'entremêlent de façon complexe. Pourtant, nous sommes convaincus que la paix et le développement demeurent les thèmes de notre temps et les enjeux de notre époque, qui appellent la communauté internationale à faire preuve de solidarité, de sagesse et de courage pour prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'histoire et de notre époque. Face aux enjeux de notre époque, la Chine se donne la mission d'apporter une nouvelle et plus grande contribution à l'humanité. Elle entend travailler main dans la main avec les autres pays pour construire une communauté de destin pour l'humanité, développer des partenariats à travers le monde, renforcer l'amitié et la coopération, et explorer une nouvelle voie du développement des relations entre États fondées sur le respect mutuel, l'équité, la justice et la coopération gagnant-gagnant. De sorte à rendre le monde plus pacifique et plus sûr et à assurer une vie meilleure pour tous. Face aux enjeux de notre époque, la Chine est prête à promouvoir ensemble avec les partenaires internationaux l'initiative La Ceinture et la Route. Nous espérons donner de nouvelles forces motrices au développement commun à travers cette nouvelle plateforme de coopération internationale et la transformer en une route de paix, de prospérité, d'ouverture, de développement vert et d'innovation et une route d'échange entre les civilisations. Face aux enjeux de notre époque, la Chine prendra une part active à la gouvernance mondiale en poursuivant le principe dit consultation, coopération et bénéfice pour tous. La Chine est depuis toujours un bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement dans le monde et un défenseur de l'ordre international. Elle soutient l'augmentation de la représentation et du droit à la parole des pays en développement dans les affaires internationales et le renforcement du poids du Sud, qui est maintenant un maillon faible du système de gouvernance mondiale, et appuie les synergies dans la coopération Sud-Sud pour promouvoir un système de gouvernance mondiale reflétant de manière plus équilibrée la volonté et les intérêts de la majorité des pays du monde, notamment des pays en développement. Face aux enjeux de notre époque, la Chine poursuit fermement son ouverture sur l'extérieur. Face à l'instabilité et à l'incertitude de la croissance économique mondiale, la Chine poursuit la voie de l'ouverture et de la coopération gagnant-gagnant, défend avec détermination une économie mondiale ouverte et le système commercial multilatéral et s'oppose au protectionnisme et à l'unilatéralisme. Celui qui s'isole sur une île déserte n'a pas d'avenir. Chers collègues, mesdames et messieurs,
Comme le dit un proverbe chinois, la mer doit son immensité à l'affluence des cours d'eau. La Chine est le plus grand pays en développement au monde et l'Afrique, le continent regroupant le plus grand nombre de pays en développement. Elles ont été depuis longtemps liées par une communauté de destin en partageant heurts et malheurs. Nous entendons faire des efforts conjoints et solidaires avec les peuples africains pour reconstruire une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide et donner un bel exemple dans la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Premièrement, construisons ensemble une communauté de destin Chine-Afrique marquée par le partage des responsabilités. Nous devons élargir le dialogue politique et améliorer la communication sur les politiques aux différents niveaux, renforcer la compréhension et le soutien mutuel sur les questions touchant aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de part et d'autre, et intensifier la coordination et la coopération sur les grands dossiers internationaux et régionaux, pour défendre les intérêts communs de la Chine, de l'Afrique et des nombreux pays en développement. Deuxièmement, construisons ensemble une communauté de destin Chine-Afrique marquée par la coopération gagnant-gagnant. Nous avons à valoriser les synergies entre les stratégies de développement chinoises et africaines, à saisir les opportunités majeures qui se présentent dans la coopération liée à l'initiative La Ceinture et la Route et à associer cette initiative à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'UA, du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et des stratégies de développement des pays africains pour explorer de nouveaux champs et de nouvelles potentialités de coopération, approfondir nos partenariats dans les secteurs traditionnels d'excellence et développer de nouveaux moteurs de croissance dans les nouveaux domaines. Troisièmement, construisons ensemble une communauté de destin Chine-Afrique marquée par le bonheur pour tous. Nous devons prendre l'amélioration du bien-être des peuples comme le point de départ et l'objectif final du développement des relations sino-africaines. Notre coopération doit apporter à nos peuples des résultats et bénéfices concrets et tangibles. La Chine et l'Afrique ont une longue tradition d'entraide et de solidarité, et la Chine est prête à faire des efforts plus importants pour la réduction de la pauvreté, le développement, la création d'emplois et l'augmentation des revenus en Afrique et une vie meilleure des peuples africains. Quatrièmement, construisons ensemble une communauté de destin Chine-Afrique marquée par la prospérité culturelle. Fiers de nos civilisations brillantes, nous sommes tous prêts à apporter une plus grande contribution à la diversité culturelle dans le monde. Nous avons à promouvoir les échanges, l'inspiration mutuelle et la coexistence harmonieuse entre nos civilisations qui contribueront durablement au renouveau de nos civilisations, au progrès de nos cultures et au rayonnement de nos arts, et qui apporteront des enrichissements culturels à la coopération sino-africaine. Et nous devons accroître les échanges humains dans les domaines culturels, artistiques, éducatifs et sportifs, de même qu'entre les think tanks, les médias, les femmes et les jeunes, afin de rapprocher encore davantage les peuples chinois et africains. Cinquièmement, construisons ensemble une communauté de destin Chine-Afrique marquée par la sécurité commune. On ne connaît la valeur de la paix qu'après avoir vécu des adversités. La Chine préconise le nouveau concept de sécurité commune, globale, coopérative et durable, et soutient fermement les pays africains, l'UA et les autres organisations régionales africaines dans leurs efforts pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains et appuie la mise en œuvre par l'Afrique de l'initiative Faire taire les armes en Afrique. Elle est prête à jouer un rôle constructif dans la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique et à soutenir le renforcement des capacités autonomes des pays africains en matière de maintien de la stabilité et de la paix. Sixièmement,
Construisons ensemble une communauté de destin Chine-Afrique marquée par l'harmonie entre l'homme et la nature. La Terre est le seul et unique foyer de l'humanité. La Chine entend œuvrer ensemble avec l'Afrique pour préconiser le mode de développement vert, faible en carbone, circulaire et durable, et pour protéger ensemble nos montagnes verdoyantes et nos rivières limpides, ainsi que tous les êtres vivants de notre planète. La Chine est prête à renforcer les échanges, la coopération avec l'Afrique dans la protection de l'écologie et de l'environnement, comme la lutte contre le changement climatique, l'utilisation des énergies propres, la prévention et le contrôle de la désertification et de l'érosion des sols et la protection de la faune et la flore sauvage, pour une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature en Chine comme en Afrique. Chers collègues, mesdames et messieurs, depuis le sommet de Johannesburg de 2015, la Chine a mis en œuvre sur tous les plans les 10 programmes de coopération adoptés à Johannesburg. Un grand nombre de projets d'infrastructures ferroviaires, routières, aéroportuaires et portuaires et de zones de coopération économique et commerciale ont été réalisées ou sont en cours de construction. Dans les domaines de la paix et de la sécurité, des sciences et technologies, de l'éducation, de la culture, de la santé, de la réduction de la pauvreté, du bien-être social et des échanges entre les peuples, la coopération sino-africaine s'est développée en profondeur. Les soutiens financiers de 60 milliards de dollars américains promis par la Chine ont été tous honorés ou programmés. Les 10 programmes de coopération ont apporté des bénéfices importants au peuple chinois et africain, montré les capacités d'innovation, de rassemblement et d'action de la coopération Chine-Afrique, et fait accéder le partenariat de coopération stratégique globale sino-africain à une nouvelle hauteur. Dans le but de construire une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide dans cette nouvelle ère, la Chine entend, sur la base des 10 programmes de coopération, travailler en étroite coopération avec l'Afrique pour mettre en œuvre en priorité 8 initiatives majeures dans les 3 ans à venir et au-delà. Premièrement, initiative pour la promotion industrielle. La Chine a décidé d'organiser sur son territoire une foire économique et commerciale Chine-Afrique. Elle encouragera les entreprises chinoises à accroître leurs investissements en Afrique, construira et modernisera des zones de coopération économique et commerciale en Afrique. Elle accompagnera l'Afrique dans ses efforts visant à réaliser pour l'essentiel la sécurité alimentaire d'ici 2030. Élaborera et mettra en œuvre avec l'Afrique un programme d'action pour la coopération dans la modernisation agricole. Elle mettra en œuvre 50 projets d'assistance agricole, fournira des aides humanitaires alimentaires d'urgence d'1 milliard de yuans RMB aux pays africains sinistrés, enverra 500 agronomes de haut niveau en Afrique et formera pour l'Afrique des jeunes chercheurs agronomes éminents et des entrepreneurs agricoles pionniers. La Chine soutiendra la création d'une alliance de responsabilité sociale des entreprises chinoises en Afrique et continuera à renforcer sa coopération avec les pays africains en matière de transactions en monnaie locale et fera valoir le rôle du Fonds de développement Chine-Afrique, du Fonds pour la coopération sino-africaine sur les capacités de production et du prêt spécial pour le développement des PME africaines. Deuxièmement,
Initiative pour l'interconnexion des infrastructures. La Chine a décidé de lancer avec l'Union africaine l'élaboration d'un plan de coopération Chine-Afrique dans le domaine des infrastructures. Elle soutiendra la participation des entreprises chinoises à la construction d'infrastructures en Afrique sous diverses formes, comme celle d'investissement, construction, exploitation, et le renforcement en priorité de la coopération dans les domaines de l'énergie, du transport, de l'informatique, des télécommunications et des ressources en eau transfrontalières. Et exécutera avec l'Afrique des projets prioritaires d'interconnexion. Elle appuiera le développement du marché unique du transport aérien africain et fournira plus de liaisons aériennes directes entre la Chine et l'Afrique. En outre, la Chine fournira des facilités à l'émission des obligations en Chine par des pays africains et leurs institutions financières. Et dans le respect des règles et des procédures multilatérales, elle soutiendra un meilleur recours aux pays africains, aux ressources comme celles de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, de la nouvelle Banque de développement et du Fonds de la route de la soie. Troisièmement, initiative pour la facilitation du commerce. La Chine a décidé d'importer plus de produits africains, notamment les produits en dehors des ressources naturelles. Elle soutiendra la participation des pays africains à l'exposition internationale d'importation de Chine et exemptera les PMA africains des frais de participation. Elle continuera à renforcer les échanges et la coopération avec l'Afrique sur la régulation des marchés et en matière de douane, et réalisera 50 projets de facilitation du commerce pour l'Afrique. Elle organisera des rencontres régulières pour les produits de marques chinoises et africaines. Elle soutiendra le développement de la zone de libre-échange continentale africaine et continuera à mener des négociations sur le libre-échange avec les pays et régions africains qui en ont la volonté. Elle travaillera également à promouvoir la coopération sino-africaine sur l'e-commerce et à mettre en place des mécanismes de coopération en la matière. Quatrièmement, initiative pour le développement vert. La Chine a décidé de réaliser 50 projets d'aide à l'Afrique dans les domaines du développement vert, de l'écologie et de la protection de l'environnement, pour renforcer notamment les échanges et la coopération en matière d'océan, de lutte contre le changement climatique, de prévention et de contrôle de la désertification et de protection de la flore et de la faune sauvage. Elle travaillera à faire avancer la construction du Centre de coopération environnementale Chine-Afrique en vue d'intensifier les échanges et dialogues sur les politiques environnementales et de renforcer les études conjointes environnementales. Elle mettra en œuvre un programme d'envoyés vers Chine-Afrique dans le but de former pour l'Afrique des professionnels dans les domaines tels que la gestion de la protection de l'environnement, la lutte contre la pollution et l'économie verte. Elle construira un centre de bambou Chine-Afrique pour accompagner les efforts africains visant à développer l'industrie du bambou et du rotin et coopérera avec l'Afrique sur la sensibilisation à la protection de l'environnement. Cinquièmement, initiative pour le renforcement des capacités. La Chine a décidé de renforcer l'échange d'expériences avec l'Afrique en matière de développement et de soutenir la coopération sur la planification des développements socio-économiques. Elle créera en Afrique 10 ateliers Lupan pour proposer des formations de compétences professionnelles aux jeunes Africains.
et soutiendra la création d'un centre de coopération Chine-Afrique sur l'innovation pour promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes. Elle mettra en œuvre un programme qui consiste à former pour l'Afrique 1000 personnes hautement compétentes. Fournira à l'Afrique 50 000 bourses d'études gouvernementales et elle sera prête à accueillir 50 000 Africains dans des séminaires de formation et 2000 jeunes Africains dans le cadre des programmes d'échange. Sixièmement, initiative pour la santé. La Chine a décidé de renforcer 50 projets d'aide médico-sanitaire à l'Afrique et d'aider à construire en priorité des projets phares tels que le siège du Centre africain de prévention et de contrôle des maladies et des hôpitaux d'amitié Chine-Afrique. Elle développera les échanges et la coopération en matière d'information sur la santé publique, réalisera des projets de coopération chine-africaine sur la lutte contre les maladies, comme les maladies infectieuses émergentes et réémergentes, la bilharziose, le VIH-Sida et le paludisme, formera pour l'Afrique plus de médecins spécialistes, poursuivra et améliorera l'envoi de missions médicales en Afrique. Elle mènera des opérations de consultation médicale ambulatoire pour la cataracte, les maladies cardiaques et les maladies dentaires et mettra en œuvre le programme Santé Femmes-Enfants destiné aux groupes vulnérables. Septième moment, initiative pour les échanges humains et culturels. La Chine a décidé de créer un institut d'études sur l'Afrique pour approfondir l'inspiration mutuelle entre les civilisations chinoises et africaines. Elle renforcera le projet d'études conjointes et d'échanges sino-africains, réalisera 50 projets culturels, sportifs et touristique, soutiendra l'adhésion des pays africains aux ligues internationales Route de la Soie, des théâtres, des musées et des festivals artistiques, et mettra en place un réseau de coopération des médias Chine-Afrique. Elle continuera à encourager l'ouverture réciproque de centres culturels entre la Chine et l'Afrique, soutiendra les efforts des établissements d'enseignement africains ayant rempli les conditions requises pour accueillir des instituts Confucius. Et elle sera heureuse de voir davantage de pays africains figurant sur la liste des destinations agréées pour les touristes chinois voyageant en groupe. Huitième moment, initiative pour la paix et la sécurité. La Chine a décidé de créer un fonds de coopération Chine-Afrique pour la paix et la sécurité et de soutenir la coopération sino-africaine en matière de paix, de sécurité et de maintien de la paix et de la stabilité. Elle continuera à fournir des aides militaires sans contrepartie à l'Union africaine et soutiendra les efforts déployés par les pays du Sahel, du golfe d'Athènes, du golfe de Guinée et des autres régions africaines dans la préservation de la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme. Elle créera un forum Chine-Afrique Chine-Afrique sur la paix et la sécurité qui pourra servir de plateforme au renforcement des échanges sino-africains en matière de paix et de sécurité. Et elle travaillera à mettre en œuvre 50 projets d'aide en matière de sécurité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, dans le domaine du maintien de l'ordre public, des opérations de maintien de la paix de l'ONU et de la lutte contre la piraterie et le terrorisme.
Pour favoriser la bonne mise en œuvre de ces 8 initiatives, la Chine est prête à fournir sous diverses formes, comme aide gouvernementale, investissement et financement par des entreprises et institutions financières, un soutien de 60 milliards de dollars américains à l'Afrique. Cela comprend 15 milliards de dollars au total d'aide sans contrepartie, de prêts sans intérêt et de crédits préférentiels. Une ligne de crédit de 20 milliards de dollars le soutien à la création d'un fonds spécial de 10 milliards de dollars pour le financement du développement et d'un fonds spécial de 5 milliards de dollars pour le financement des importations en provenance de l'Afrique. Et l'encouragement des entreprises chinoises à investir dans les 3 ans à venir au moins 10 milliards de dollars en Afrique. Dans le même temps, la Chine annulera en faveur des PMA, des pays pauvres très endettés, des pays en développement sans littoral et des petits pays insulaires en développement de l'Afrique qui ont des relations diplomatiques avec la Chine, leurs dettes non remboursées liées aux prêts intergouvernementaux sans intérêt arrivant à échéance fin 2018. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, la jeunesse représente l'avenir des relations Chine-Afrique. Dans les 8 initiatives que je viens d'annoncer, beaucoup de mesures ont été conçues dans l'intérêt des jeunes pour les former et les soutenir, et pour créer plus d'emplois et de possibilités d'épanouissement personnel pour eux. En octobre dernier, dans une lettre de réponse que j'ai écrite aux étudiants étrangers de l'Institut de la coopération Sud-Sud et du développement, dont la grande majorité venait de l'Afrique, je les ai encouragés à faire valoir et à approfondir sans cesse leurs connaissances et à acquérir des compétences solides pour être à la hauteur des responsabilités qui les attendent et inscrire de nouveaux chapitres dans les annales de la coopération Chine-Afrique et de la coopération Sud-Sud. Quand le soleil se lève, les grandes voies s'éclairent. J'ai la conviction que tant que les jeunes générations prendront le relais de l'amitié sino-africaine, la communauté de destin Chine-Afrique affichera plus de vitalité. Le rêve chinois du grand renouveau de la nation et le rêve africain de l'unité et du redressement deviendront réalité. Je vous remercie. Un continent prometteur qui apparaît comme l'avenir du monde. Le plus grand pays en développement avec une forte croissance. Les dirigeants de l'Afrique et de la Chine se rencontrent à Beijing pour développer leurs intérêts communs et étendre leur coopération. Peuvent-ils travailler ensemble pour un développement durable et commun à l'heure où la mondialisation subit une pression croissante? Que signifie leur partenariat avancé pour la Chine, l'Afrique et le monde? Ne manquez pas notre reportage spécial sur le sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine.
uniquement sur CGTN. Merci de nous retrouver pour l'émission spéciale. Nous venons d'assister à la cérémonie d'ouverture du sommet 2018 pour le Forum sur la coopération sino-africaine. Nous enchaînons avec l'interview sur notre plateau. Monsieur Hu, on vient d'écouter le discours prononcé par Monsieur le Président chinois Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture du sommet. Il a évoqué non seulement les enjeux de notre époque, mais aussi il a parlé de 8 actions pour faire face à ces défis. Alors, avez-vous noté ou bien remarqué des informations particulières pour vous et lesquelles? Toutes ces 8 actions que vous venez d'entendre sont très importantes. C'est très riche en contenu. Bon, ce ne sont pas des promesses vagues. Ce sont des actions très concrètes, très précises. Par exemple, en ce qui concerne la coopération agricole, la Chine a proposé, à travers le président Xi, d'aider l'Afrique à pouvoir assurer sa sécurité alimentaire en 2030. Vous voyez, un objectif très précis. Il y a un délai. Et pour ce faire, la Chine va aider l'Afrique à établir des programmes de développement agricole, à mener des projets de coopération pilote, à envoyer des agronomes chinois pour pouvoir former les agronomes africains. Donc vous voyez, il y a toute une série d'actions qui appuient l'objectif proposé. C'est aussi valable pour les autres domaines. Voilà, l'agricole, c'est simplement, le domaine agricole, c'est simplement un exemple. Et en plus, pour tous ces 8 actions, il y a un appui financier. Bon, tous les efforts ont besoin des appuis financiers. Bon, la Chine propose justement un appui financier important à l'ordre, pour les 3 ans à venir, de 60 milliards de dollars, dont 15 milliards sous forme de dons, ou prêts sans intérêt, ou prêts au faible taux d'intérêt. C'est une contribution financière qui sera certainement vitale pour appuyer les 8 actions. Bien sûr, il y a d'autres choses qui sont très importantes pour appuyer ces 8 actions. Par exemple, mobiliser tous les acteurs sociaux, les entrepreneurs bien sûr, mais aussi le personnel soignant par exemple, les enseignants et les autres techniciens ou ingénieurs. On va mobiliser tout le monde, tous les acteurs sociaux, tous les acteurs économiques, pour qu'ils participent justement à cette coopération sino-africaine. Donc pour les 3 ans à venir, on peut attendre beaucoup de choses très concrètes. Les deux côtés ne vont pas chômer, tout le monde va beaucoup travailler pour réaliser les objectifs qui se sont fixés, comme ce qu'on a déjà fait durant les 3 ans précédentes, afin de réaliser les 10 plans d'action qui ont été proposés il y a 3 ans. On va continuer. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on est encore plus ambitieux qu'avant. D'accord. Et avant la cérémonie, on a évoqué une possibilité que l'Afrique pourra avoir sans Alibaba, et nous allons continuer cette discussion. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que l'Afrique a déjà la possibilité de réaliser cette ambition dans les années à venir, ou bien il existe quand même des défis à surmonter? Pour moi, c'est tout à fait possible. Bon, sur le plan purement administratif ou technique, avez dit que c'est techniquement techniquement, il suffit d'enregistrer une entreprise e-commerce, parce que Alibaba c'est e-commerce. Vous enregistrez auprès de vos autorités. Mais c'est pas vraiment l'ambition. Techniquement, donc administrativement, c'est facile. Ce qui est important, c'est de réunir les conditions nécessaires pour pouvoir développer le marché. Parce que lorsque vous créez une entreprise, il faut que vous développez votre marché. Pour développer le marché, pour une entreprise e-commerce, la première chose, un réseau performant, un réseau d'Internet performant. C'est l'infrastructure. Voilà, parce que e-commerce, tout le monde travaille sur l'Internet. Deuxièmement, le transport.
Vous voyez, aujourd'hui, avec e-commerce, il y a beaucoup de livreurs qui courent tous les jours dans les quartiers des grandes villes parce que, voilà, il faut délivrer les marchandises à domicile. Bon, donc il faut développer le réseau de transport. Bon, pour ces deux-là, justement, l'Afrique est en train de faire beaucoup d'efforts avec la coopération avec la Chine. Bon, par exemple, la Chine a aidé la Tanzanie à créer un très grand réseau de télécommunications raccordé au câble sous-marin voilà, et raccordé aux 6 pays voisins voilà, de la Tanzanie. Alors, ce genre de travaux voilà, sont très importants pour pouvoir permettre le développement du e-commerce. Voilà. Bon. Donc l'Afrique est en train de faire beaucoup de choses. Le transport, c'est la même chose. Beaucoup de construction, de routes, voilà. Le chemin de fer, parce qu'on a mentionné à maintes reprises la construction du chemin de fer Mombasa-Nairobi, le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti. Ce sont voilà, des efforts visant à développer le transport. Donc, avec tout ça, le e-commerce pourra voilà, se développer facilement. Et bien sûr, la Chine a un rôle à jouer dans ce processus. Évidemment. Avec des coopérations réciproques. Bien sûr. Alors, vous avez été ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo et encore aujourd'hui, vous suivez toujours de près des développements de relations entre la RDC et la Chine. Alors, avez-vous remarqué des évolutions des relations de coopération entre les deux pays ou bien plus largement entre l'Afrique et la Chine ces dernières années? Bon, entre la Chine et la RDC, ça marche très fort, comme voilà, entre la Chine et l'ensemble de l'Afrique. Est-ce que vous avez fait des comparaisons entre à l'époque là et puis aujourd'hui? Je vais vous donner un exemple. Voilà, un chiffre. L'année dernière, les échanges commerciaux entre la Chine et la RDC ont augmenté de combien? De 37,6%. Ça marche très fort, parce que la RDC, il ne faut pas oublier que c'est un très grand pays qui a une très forte potentialité de développement. En 2014, la croissance économique de la RDC, c'était de 8,9%. C'est impressionnant. Impressionnant, presque 9%. Voilà. C'est vrai qu'après, avec la conjoncture morose du marché international, comme tous les autres pays de l'Afrique, la croissance a été un peu ralentie, mais 2017, apparemment, ça a repris. Donc, voilà. Ce pays représente toujours pour moi voilà, un pays qui a un avenir radieux. Donc, d'après ce qu'on m'a raconté, après mon départ, il y a de plus en plus d'entreprises chinoises qui commencent à s'installer en RDC. Mais c'est aussi le cas pour les autres pays de l'Afrique. D'après ce que j'ai appris, aujourd'hui, on a créé beaucoup de parcs industriels ou zones économiques dans pas mal de pays. Rien qu'en Éthiopie, il y a plusieurs parcs économiques de ce genre. Les entreprises chinoises sont massives à investir. Il y a des usines qui emploient des milliers d'employés. Donc cela offre des opportunités de développement voilà, pour les pays concernés. Cela permet l'amélioration du niveau de vie de la population. Alors, vous avez évoqué un chiffre et j'ai un autre chiffre. En 2017, les investissements de la Chine en Afrique ont été multipliés par plus de 100 fois, un chiffre impressionnant par rapport à l'an 2000. Alors, par contre, beaucoup de critiques se sont fait entendre disant que la Chine attache une plus grande importance à la quantité qu'à la qualité de ces investissements en Afrique. Quelles sont vos réflexions sur ce sujet et est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ce dossier? Bon. Dans l'ensemble, les investissements en Afrique sont plutôt très positifs. Très positifs. Il n'y a pas que les statistiques chinoises qui prouvent ceci. Récemment, CNN, voilà, américain, a fait un reportage pour montrer un sondage qui a été fait, qui a été réalisé par un institut de sondage américain. Ils ont choisi 6 pays africains, ils ont travaillé auprès d'1 millier d'entreprises chinoises installées en Afrique et
Le résultat, c'est que ils ont pouvoir dire, après le sondage, après l'enquête, les entreprises chinoises sont là pour contribuer à l'offre des emplois à la population locale. Voilà. À peu près 95 ou 90% des employés sont des employés africains. Bon, c'est tout à fait logique, parce que moi-même j'ai connu une période de travail en Afrique. C'est tout à fait logique, parce que les entreprises chinoises qui travaillent en Afrique ont intérêt à employer le personnel local. Ce n'est pas logique d'amener de très loin, de la Chine, de la main-d'œuvre en Afrique, parce que ça coûte très très cher. Bon. Donc, vous voyez, les médias, les instituts de sondage, les analystes objectifs approuvent déjà une réalité qui veut dire que les investissements chinois sont très positifs dans l'ensemble en Afrique. Voilà. D'ailleurs, dans le discours que le président Xi vient de prononcer, il a évoqué cet aspect des choses, c'est-à-dire il y a des critiques vis-à-vis de la coopération sino-africaine, mais bon, il a dit tout ça, c'est pas fondé sur la réalité. Personne ne peut saboter la grande solidarité entre le peuple chinois et les peuples africains. Parce que la Chine travaille toujours avec un esprit de solidarité, de coopération gagnant-gagnant avec l'Afrique. Les dirigeants africains qui sont venus en Chine, qui ont été interviewés par la presse chinoise, ont dit très massivement que ils approuvent cette coopération. D'ailleurs, leur présence massive à Pékin prouve déjà que cette coopération est satisfaisante pour tout le monde. Sinon, ils ne viennent pas. Alors, vous avez passé pas mal d'années en Afrique en tant que diplomate chinois. Alors, l'Afrique est un très vaste continent, chaque partie ayant ses propres spécialités. Pourriez-vous nous analyser les différences de chaque partie et les particularités de coopération pour répondre aux besoins locaux différents? Évidemment, vous avez posé une très bonne question. L'Afrique n'est pas homogène au point de vue de la population, des conditions naturelles. Il y a du désert, mais il y a d'autres pays qui n'ont pas de désert. Donc les différences sont importantes. On a vu des reportages. Dans certaines régions, il y a un grand problème de manque d'eau. Mais par contre, dans le pays où j'ai travaillé, la RDC, il n'y a pas ce problème. Dans certains pays... Mais certainement, il a d'autres problèmes. Par exemple, en RDC, il y a le problème de Ebola, maladie. Bon. Donc, il faut toujours tenir compte de la spécificité de chaque pays, des difficultés et des avantages de chaque pays pour pouvoir bien mener la coopération. Ça, c'est très important. Même en Chine, vous avez des régions côtières qui sont plus développées que les régions au centre ou à l'ouest, parce que les conditions naturelles sont différentes. C'est le même cas en Afrique. Donc il faut toujours choisir des modèles de développement appropriés. Alors j'ai remarqué un exemple récent. Alors c'est le cas de Djibouti. C'est un pays qui n'a pas de ressources naturelles. Or, c'est un pays qui commence à avoir des idées en étudiant, les expériences chinoises. Le président Djibouti a voulu copier le modèle de Shenzhen. Alors, il a voulu créer un centre financier, un centre d'échange commercial dans la région. Parce que géographiquement, il y a un avantage de position géographique de ce pays qui se trouve sur la corne africaine. Il y a la construction du chemin de fer Addis Abeba Djibouti qui a été réalisé. La Chine est en train d'aider le pays à agrandir le port. Ce sont justement des conditions qui permettraient à Djibouti, malgré l'absence des ressources naturelles, de développer leur économie en adoptant un modèle qui est propre à lui.
Merci. Merci d'avoir participé à notre discussion. C'est ainsi que se termine cette émission spéciale. Je vous rappelle que le sommet 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine se conclut demain avec des tables rondes prévues. Pour davantage d'informations sur l'événement, suivez-nous sur notre site internet et les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CGTN.c.